Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Elisabeth de Caligny, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Écoutez, tant mieux, j'espère que vous avez beau temps. C'est un ciel voilé, comme on dit. Ah Vous voyez oui. ce que je veux dire? Alors, on vous présente comment? Vous êtes chercheuse, ufologue? Je suis surtout pas ufologue, je suis pas chercheuse non plus, je suis rechercheuse de petites histoires, Oui, sur des bases de choses qui sont quand même relativement sérieuses quand oui, même. oui. Mais qui touchent effectivement à l'ufologie ou au paranormal, parce que j'ai l'esprit curieux, donc je farfouille. Voilà, je farfouille depuis des années. Et puis un jour, comme je racontais des petites histoires de temps à autre dans des conférences, que j'ai écrit quelques articles et qu'ensuite je suis passée au repas UFO, eh bien certains médias m'ont demandé si je pouvais les raconter. Et donc voilà, je raconte mes petites histoires. Je suis une conteuse en quelque sorte. Voilà. Qu'est-ce qui vous a conduit sur ce chemin? Vous avez vécu vous-même des expériences? Des expériences, oui, on peut dire ça. Disons que ça a commencé très petite. Quand j'étais enfant, j'avais tendance à voir des choses que les gens ne voyaient pas, déjà, pour commencer. Mais je pensais que tout le monde était comme moi, donc voilà, je me suis aperçue très vite que c'était pas tout à fait ça. Et puis côté UFO, il y a un truc qui m'a marqué. Quand j'avais 9 ans, j'étais en vacances en Haute-Saône avec mon grand-père. Et il avait, c'était en 64 donc, et il avait débarrassé le grenier d'une vieille maison, une tente dont il avait hérité, puis il y avait des vieilleries qui voulaient brûler dans le jardin, donc on avait fait un grand feu, puis comme c'était les vacances de Pâques, la nuit tombe vite, et mon grand-père était passionné d'astronomie, et il m'apprenait les constellations, et j'adorais ça. Et au bout d'un moment, on regardait, je crois, la constellation de Cassiopée, qui est toujours ma préférée d'ailleurs, et on voit une étoile qui se met à grossir, mais ça devient un truc énorme. Vénus à côté, c'est une blague. Et il y a comme une sorte de faisceau qui est sorti très vite, mais le temps de claquer des doigts, vous voyez, qui est pas venu jusqu'à nous, mais enfin, ça a traversé le ciel et c'est reparti. Puis l'étoile a diminué et puis plus rien. D'accord. Bon. Alors évidemment, du haut de mes 9 ans, je demande à mon grand-père de quoi il s'agit. Mon grand-père, très embarrassé, ne me répond pas sur le coup. Je l'avais jamais vu comme ça, parce que c'était quelqu'un qui était sûr de lui, et en règle générale, quand je lui posais une question, il répondait, surtout que je posais toujours des questions. Et là, il avait l'air gêné, donc j'ai renouvelé ma question, et il me dit, écoute, tu sais, ma chérie, on est en pleine guerre froide. Donc, c'est peut-être un avion russe, un avion espion, qui a vu un feu, il a peut-être voulu voir ce que c'était. Je me suis dit, mais il me raconte n'importe quoi. Et puis mon grand-père, c'était quelqu'un de sérieux, si vous voulez. Quand on lui posait une question, il était sorti major de l'école centrale, déjà, c'était un ingénieur, il y avait une base scientifique, et quand il disait un truc, en général, je croyais, mais là, vraiment, et on n'a jamais reparlé de cette histoire. Et je me souviens que ma petite sœur était avec nous, donc elle a vu le truc aussi, j'en ai reparlé, et elle s'en souvient absolument pas. C'est comme si ça ne nous avait concerné que nous deux. Et donc à la suite de ça, j'ai toujours regardé dans le ciel s'il n'y avait pas d'autres étoiles qui grossissaient, vous voyez. Ouais. Et j'en ai pas vu pendant longtemps. Et puis dans l'âge de la vingtaine, j'ai commencé à en revoir. Et c'est bien tombé parce que c'était quand même dans les années 70, et c'est là où Jean-Claude Bourret a commencé à nous parler de soucoupes volantes. Donc le premier bouquin d'UFO que j'ai acheté sur le sujet, c'était le bouquin de Jean-Claude Bourret. Et après, j'ai vu à plusieurs reprises, et encore maintenant, et j'en ai photographié également, des phénomènes que je qualifierais de non inexpliqués, puisqu'on a la certitude de rien, comme tout le monde le sait. On peut avoir, ça peut se présenter sous diverses formes. J'ai vu plusieurs fois, je dirais pas que c'est des cigares, c'est une sorte de tube gris qui volait. J'ai photographié un triangle aussi assez semblable à celui du triangle belge. J'ai 5 photos de ce truc-là qui après se transforme en plasma d'ailleurs. Ouais. Et ça c'est assez étrange parce que quand j'ai fait ma photo, l'objet devait être, il n'était pas visible à l'œil nu. J'avais donné un coup de flash au hasard dans la nuit, comme je fais de temps en temps, et des fois on a des surprises. Et ça avait l'air assez important. C'était un gros truc, mais je l'ai vu le temps du flash, puis après je l'ai plus vu. Et quand j'ai fait d'autres photos, l'objet s'était rapproché au point de venir sur le côté, se mettre devant un petit arbre, un tuyau,
médias. Et là, il avait pris la dimension d'à peu près 60-80 cm, pas plus. Ce qui veut dire qu'en s'approchant de moi, semble-t-il, il avait diminué. Donc, une sorte de perspective inversée. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi ça avait fait ça. Puis je me suis dit après, peut-être que ce truc-là, plus il se rapprochait de moi, en fait, plus il s'éloignait. C'est comme s'il y avait une flèche du temps inversée. D'accord. Mais ça, c'est ma déduction perso. Parce qu'il n'y a personne qui m'a validé mon truc. Voilà. Donc, de petites aventures comme ça, vous voyez. Enfin, il y en a quelques-unes. Pas fait de tour en soucoupe et j'ai pas été enlevée. D'accord. J'ai pas de souvenir là-dessus. On y reviendra tout à l'heure. Alors, vous vous intéressez à l'ufologie, bien sûr, mais pas seulement. Quels sont les différents thèmes que vous développez d'une manière générale? Moi, j'aime tout ce qui sort de l'ordinaire, si vous voulez. Récemment, j'ai parlé sur un autre média du Padre Pio. Oui. Donc là, c'est quelque chose de mystique, c'est un phénomène mystique, mais il y a des phénomènes extraordinaires. Mais en même temps, ce qui me plaît, c'est de raconter la vie des gens. Voyez. Donc le Padre Pio, on connaît ses prodiges, on connaît ses miracles, on connaît son histoire avec les anges, mais on ne connaît pas le bonhomme ni le parcours. Donc je me suis fait plaisir en racontant son histoire, qui a été une histoire absolument terrible, parce que cet homme a vécu des épisodes de vie tragiques. J'ai fait un peu pareil pour Elisabeth Kubler-Ross, le médecin qui a parlé de la vie après la mort. Magnifique, oui. Et Elisabeth Kubler-Ross, on connaît ses bouquins, on connaît ses expériences sur la mort, ce qu'elle en a relaté. Mais la bonne femme, son parcours, pourquoi elle en est arrivée là et comment elle a fini, on ne sait pas. Donc de temps en temps, je me fais des petits plaisirs comme ça. Mais tout ce qui est étrange me plaît. Voilà. Donc quand il y a un truc qui me vient à l'esprit, l'année prochaine, je vais raconter, j'ai décidé de raconter l'histoire de cette comtesse hongroise, qui s'appelle Elisabeth Báthory, qui était censée, pour garder sa jeunesse, boire et se baigner dans le sang de gens qu'elle trucidait, de jeunes gens, si possible. Bon, ça c'est quand même un mystère. Et en même temps, c'est historique, il y a une base, vous voyez. C'est vrai. Par contre, est-ce qu'elle a vraiment fait ça? Ça se pourrait bien. Pour ces raisons-là, ça se pourrait, mais rien n'est absolument prouvé. Il y a toujours une part de doute et de mystère, vous voyez. Donc on peut raconter ce qu'on veut. Voilà. Et je pourrais raconter l'histoire du Père Noël aussi. C'est sûr. Ça verra peut-être. C'est sûr. Alors revenons à l'ufologie. Nous avons reçu plusieurs intervenants sur différents sujets concernant l'ufologie, sur les mondes multidimensionnels. Il y a un nombre croissant d'informations qui circulent concernant un éventuel passage de notre planète en 4e dimension et l'entrée dans la ceinture photonique. Il faut faire le tri, bien entendu, de toutes ces informations, les bonnes et les mauvaises informations. Quel est votre avis sur ce sujet? Écoutez, je vais vous dire une chose. Pendant des années, j'ai entendu parler de ça, on en a beaucoup parlé à partir quand 2012 approchait. J'ai lu des tas de trucs. À l'époque, je me disais, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, j'avais du mal. C'est plutôt des théories new ageuse. Et plus je lisais, plus j'étais interrogative et plus je me disais non. Et allez savoir pourquoi. Depuis un temps, j'ai une autre vision des choses. Je pense qu'effectivement, au vu de ce que me racontent beaucoup d'auditeurs, qui prennent contact avec moi directement et qui me racontent des choses assez étranges, sur certains phénomènes que je vis également à titre personnel, qu'il se passe quelque chose. Et qui pourrait bien effectivement se passer, puisqu'on a tous les mêmes problèmes, si je puis dire, les mêmes particularités. C'est vrai. Qui pourrait bien se passer une montée en vibration, comme il se dit, puisque quand j'ai commencé à avoir des phénomènes physiques, et notamment des malaises et des trucs bizarres qui m'ont emmené à l'hôpital quand même, sans que les médecins trouvent vraiment de quoi il s'agissait, plus d'autres phénomènes divers et variés qui n'étaient pas du niveau santé et tout, j'ai vu sur Internet qu'il y avait explication. Et j'ai quand même du mal avec ça, parce que moi je suis pas irrationnelle, mais je suis pragmatique et réaliste, vous voyez. Donc il y a toujours une part de doute, évidemment, mais je suis pas du tout hostile à cette idée-là, et je pense que de plus en plus, effectivement, ça peut être le cas. Il y a quand même des choses très étranges. Regardez un petit peu ce qui se passe sur un plan géologique sur notre planète. La planète n'a jamais autant tremblé. Là, je regardais ce matin, les îles Salomon, on sait que c'est très instable et qu'il y a des séismes de très très grande magnitude. Mais là, 7,7, ça fait beaucoup quand même. Non, c'est vrai. Regardez le Japon, qui tremblote de toute sa carcasse en permanence. Même en France, il y a eu dans le Jura, en Pologne récemment, il y a eu 2 morts dans une mine. Vous avez eu la Californie il y a quelques jours, large de la Californie. C'est-à-dire que tous les jours que fait le bon Dieu, vous avez à l'heure actuelle un séisme.
C'est vrai. Jamais notre Terre n'a connu des choses de cette nature-là. Vous avez des phénomènes météo aussi. Et alors l'autre jour, je lisais que notre système solaire était en train de se modifier globalement. Ouais. C'est-à-dire que vous avez une modification climatique au niveau de la planète Terre, ça c'est sûr, mais toutes les autres planètes, y compris les plus éloignées de notre Soleil, sont également concernées par des modifications du climat, des réchauffements notamment. Les calottes polaires de Mars ont disparu. Donc c'est quand même bizarre. Et même notre propre Soleil. Alors le Soleil, il est blanc. Et là, je regardais encore le Soleil ce matin, et là, vraiment, on dirait de l'aluminium, quoi. Hein. Mais c'est absolument ahurissant. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, d'après certains spécialistes qui sont des scientifiques, il y aurait un déplacement de notre système solaire dans une partie, si vous voulez, de notre univers, qui ferait qu'on serait en train de passer dans une autre phase. Alors justement, on rentrerait dans cette ceinture photonique. Mais c'est ce que certains racontent. Oui. Et vu ce que disent certains scientifiques du bout des lèvres, certes, et il faut le comprendre aussi, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Parce que c'est quand même très étrange tout ce qui se passe. Ah bah oui. Et c'est absolument incompréhensible. Pourquoi Neptune, pourquoi ce qui est plus éloigné, a les mêmes variations anormales de climat? C'est absolument incompréhensible. Et on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus sensibles, perçoivent des phénomènes, ils ont les mêmes symptômes, des symptômes physiques bénins, mais enfin, bon, les symptômes sont là. Pas tellement bénins, parce que moi, ça m'a touché au niveau cardiaque, et je me suis retrouvée mal, hein. Oui. Alors, j'avais fait une émission avec Jacqueline Bousquet, qui est une scientifique, hein, elle était quand même directrice du CNRS, elle était biologiste, doctoresse sciences, c'est une tête. On avait fait une émission justement sur les champs informationnels, on avait parlé de la fréquence de Schumann, de la résonance de Schumann, que la planète était à 7,5 pendant des millénaires, et à partir de, je sais pas, il y a une dizaine d'années, elle a grimpé, on serait justement à 13,5 je crois. J'ai entendu parler de ça. Voilà. Et Jacqueline Bousquet nous disait que quand il y a des problèmes cardiaques, c'est simplement un réajustement du corps sur la fréquence. C'est exactement ce que je me suis dit, à défaut d'obtenir des médecins une explication médicale, puisque tous m'ont regardé de travers en me disant que j'étais probablement trop stressée. Vu la vie que je mène, bon, je travaille beaucoup, mais enfin, je cours plus comme quand je vivais à Paris, hein. Donc j'ai jamais eu aussi peu de stress et autant de joie à faire ce que je fais. Donc c'est pas ça qui peut m'atteindre. Et comme il n'y avait pas de trucs compréhensibles, j'en ai déduit effectivement que ce dont parle cette dame pourrait bien me concerner aussi. Voilà. Et je suis pas la seule à arriver à ce type de conclusion, puisque comme je vous le dis, quel que soit l'âge, des personnes qui m'en ont parlé, leur état de santé et tout, sont des phénomènes et des symptômes similaires. Ah oui, même les ados, hein, c'est pareil. Hein. Oui, tout à fait, absolument. Et c'est pour ça que Jacqueline Bousquet disait, essayez de manger correctement, de vous relaxer, parce que le corps est en train de changer de vibration et il faut l'aider. Alors moi je vais vous dire, c'est très simple. Moi qui mangeais bien, j'ai plus faim, je mange plus la même chose. Oui. Je suis devenue pratiquement végétarienne. Oui, bah ça, c'est le cas de beaucoup. Ce qui n'était pas du tout ma tasse de thé, parce que moi j'adorais le steak tartare et une bonne côte de bœuf, vous voyez. Ça avait complètement passé. J'ai besoin de sommeil plus qu'avant. C'est très différent. Effectivement, ce sont des choses, alors je me suis dit, est-ce que c'est mon rythme de vie, je vieillis, bon travail. Ah non. Mais non, c'est pas ça. Et même mes goûts ont changé. Oui. Je ne supporte plus le bruit. La musique trop fort m'agresse. Le bruit de la ville quand je descends à Paris, ce qui m'arrive de temps à autre, c'est insoutenable. Il y a des tas de choses que je supportais très bien avant, que je ne supporte absolument plus. C'est une agression et ça me met mal physiquement. Elisabeth, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Abandon, maltraitance, massacre. La souffrance animale ne connaît ni limite, ni frontières. Depuis près de 30 ans, la Fondation Brigitte Bardot intervient aux 4 coins du monde. En mer, comme sur terre. Vaccination, sauvetage, création de refuges, réintroduction en milieu naturel. Nous remportons chaque jour des victoires contre la maltraitance. Continuons le combat. Fondation Brigitte Bardot,
Ne laissons pas les animaux sans défense. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Histoire insolite, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la deuxième partie de la clé du mystère. Nous parlons d'ufologie en compagnie d'Elisabeth de Caligny. Nous avons reçu récemment Sébastien Caroubi qui nous expliquait qu'il avait développé son corps de lumière. Enfin, il faut voir la vidéo parce que c'est très long à expliquer ici. Ces gens-là sont tout à fait équilibrés, ce ne sont pas des fous furieux quand même. Hein. Ou ils sont fous, ou alors ils disent la vérité, il n'y a pas d'alternative. Dans un autre domaine, on a reçu Marc Auburn, qui nous expliquait justement ses expériences. Bon, c'est pareil. J'ai réécouté, j'avais lu son bouquin, 0,01. Oui. Je suis pas d'accord sur tout. Non, on peut pas être d'accord sur tout. Il y a des choses qui m'interpellent quand même. Oui. Du coup, ça m'est revenu en mémoire et je dois dire que ces derniers jours, j'ai revisionné certaines de ses vidéos. Et ce qu'il dit sur certains trucs, bien que je ne partage pas ses vues, moi sans faux sur Oui, tout, mais ça c'est autre chose. Oui, oui. c'est extrêmement pertinent. Oui, voilà. Ce qu'il dit me parle, mais complètement. Donc j'ai pris l'information qui valide ce que je pense, parce que bon, moi si je raconte les histoires des autres, je réfléchis quand même. Oui. J'ai des points de vue, au fil du temps, on finit quand même par se faire une idée, soyons clairs. Et je dois dire que ce qu'il raconte, bien sûr, m'interpelle, évidemment. Et ce que d'autres qui vont dans la même lignée m'interpellent également. Hein. De toute façon, si on fait la synthèse de toutes ces informations données par divers intervenants, à quelque chose près, tout colle, hein. Ah mais tout à fait. Et je vais vous dire une chose, quels que soient les gens, si vous voulez, quel que soit le sujet qui peut paraître hautement à risque dans certains cas, il y a une part de vérité dans tout. Oui, c'est vrai. Dans les histoires de contactés qui ont l'air de joyeux huluberlus pour certains, quelque part, ces gens-là, ils sont pas fous. Et tout se recoupe. Donc, moi, je veux bien que ce soit une coïncidence, une fois, deux fois, trois fois. Non. Mais quand ça devient quasiment systématique, il n'y a pas de coïncidence. De toute façon, ça fait longtemps que je crois plus au hasard. Hein. Voilà. Donc, pour Sébastien Caroubi, on voit bien que cette personne-là est tout à fait équilibrée. Bon, je pense qu'il travaillait dans les banques avant. Et il s'est reconverti comme chacun. Comme c'est une transformation, finalement, comme quelqu'un qui arrête de manger de la viande ou qui se transforme au fil du temps. Il donne des conseils, il donne des informations pour essayer justement de travailler sur soi. Il n'est pas fou. Il peut pas mentir non plus. Il peut pas mentir sur ces choses-là. Mais non. Écoutez Alain, c'est un truc que je dis pas, je commence à le dire publiquement maintenant, mais bon, moi je suis pas folle non plus. Bien que de temps en temps je traite de sujets un peu follets. Mais j'ai quand même exercé la profession d'avocat pendant 30 ans. J'étais plutôt cadrée et j'étais au charbon. J'étais bien les pieds dans la matière, ce que j'ai toujours d'ailleurs. Je m'intéresse à ces trucs-là, ce qui n'empêche pas que enfin, ce sont des sujets surprenants, mais toute ma rationalité, je les vois de façon pertinente. Donc, ce que fait ce monsieur, eh bien, je ne doute pas que son travail soit quelque chose qui tienne la route et sur lesquels il y a une réalité qu'il faut voir d'une certaine manière. Il faut qu'on apprenne à voir différemment. Bien sûr. Parce c'est fondamental. On a une vue très terre-à-terre, d'ailleurs, on nous a habitués à penser de cette façon-là. Absolument. Et il faut, je crois, se transformer. Et moi, je le vois à l'échelle de mon entourage familial qui était extrêmement hostile à tout ce genre de trucs. Eh bien, les gens regardent ce qui se passe dans le monde différemment. Alors, c'est pas au sujet du paranormal, c'est au sujet du normal. Quand vous regardez ce qui se passe sur la scène politique à l'heure actuelle, sur ce qui se passe au niveau du climat, la façon dont c'est traité, la façon dont l'Europe réagit à certains trucs qui mettent en danger les peuples, finalement, alors qu'on pourrait s'en passer. Bien sûr. Les gens, ils commencent à se dire des choses qui ne vont pas. Vous voyez et puis on nous raconte des âneries. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Surtout chez les personnes âgées. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui avant disaient, l'État dit ça, c'est bien. Un tel dit ça, il est connu, il n'y a pas de souci, on ne discute pas. Maintenant, les gens, ils commencent à se poser des questions. Et il y en a de plus en plus. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un éveil de conscience, ne serait-ce que, même si ça ne touche pas au métaphysique ou à autre chose, ça touche au quotidien. Oui, c'est vrai. Ça donne envie aux gens de dire, attendez, arrêtez de nous prendre pour des gogos. Et ça, c'est le premier pas vers d'autres interrogations qui peuvent aller sur sa vie personnelle, sur sa façon de vivre, sur la place de l'humain dans la société, au niveau du monde, mais peut-être aussi dans l'univers. On peut aller plus loin comme ça. Alors, pendant 40 ans, on nous a dit que les NDE n'existaient pas. Aujourd'hui, les NDE sont reconnus. Ah
peu. Bon, alors, voilà. Alors, donc, on peut considérer que les phénomènes, que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est la même chose. C'est traité de la même façon. Bon, pourquoi pas, oui. De toute façon, il faut que ce soit traité de la même façon. Voilà. Tout à fait. S'il sortait de l'ordinaire il y a quelque temps, maintenant ne l'est plus puisqu'on l'a étudié. Bon. À partir du moment où des médecins ont fait des NDE, ce qui est arrivé, et qu'ils ont commencé à faire des conférences et à écrire en disant moi je suis pas dingue, je prenais mes patients pour des gens qui avaient eu des petits problèmes, le cerveau s'était décalé, il y avait eu un court-circuit, enfin je ne sais trop quoi. Scientifiquement, je vous l'expliquerai pas, mais enfin il paraît que ça existe. Eh bien, ces gens-là qui ont fait l'expérience se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient vécu quelque chose de particulier qui n'avait rien à voir avec un phénomène physique lié au cerveau. Bon. Donc, on est arrivé sur cette histoire de NDE qu'on prend au sérieux. Il y a eu tout cet énorme travail de TCI qui a été fait. Ce père François Brune qui a fait des choses merveilleuses, qui donc est écouté, puisque c'est un prêtre. Et c'est pas un hurleberlu. Et l'association Infinitude que je tiens à citer, parce que Monique Lage et Jacques Blingarin, franchement, sont des gens très sérieux qui font un travail depuis des années magnifique. Hein. Mais tout à fait. Ces gens-là ont fait un travail considérable pour donner une crédibilité au sujet. Et moi, rien que, regardez, j'ai eu des échanges récemment avec des auditeurs ou des amis Facebook. En 2 jours de temps, j'ai eu 2 personnes, une dame qui est un peu plus âgée que moi, qui m'a raconté qu'elle avait fait une NDE à 8 ans, qui lui avait changé la vie. Et puis une jeune femme, une personne un petit peu plus jeune, qui hier m'a dit que lors d'une opération à cœur ouvert, quand elle avait 2 ans et demi, a fait également une NDE qui lui a changé également la vie. Donc avant, les gens n'auraient pas parlé de ça. Ah non. Ouais. Et maintenant, ils en parlent. Et de plus en plus, oui. Et ils pourraient même en parler publiquement. Donc c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, donc cet étudiant ne peut plus le nier, ça c'est clair. Alors nous avons reçu des observateurs qui scrutent le ciel d'une manière régulière, qui observent des passages réguliers de sphères lumineuses, d'objets différents, à ne pas confondre avec les avions, bien entendu, surtout par le temps passé par ces observations. Que pensez-vous de ces observations? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on développe un peu justement. Est-ce que vous-même, vous avez observé ce genre d'objets dans le ciel? Et oui, tout à fait, et pas toute seule. Ces sphères, on en voit de plus en plus dans le monde entier, elles sont filmées dans certains cas. Il y a quelques années, c'était il y a 2 ou 3 ans, c'était début du mois d'août, il devait être, la nuit commençait à tomber. C'était pas vraiment tombé, il faisait encore clair, mais enfin bon. Et j'étais avec un appareil photo, parce que j'aime bien photographier les couchers de soleil ou le moment où le ciel devient bleu. J'appelle ça l'heure bleue, vous voyez, il y a de jolies couleurs, donc j'aime bien. Et puis j'ai regardé l'horizon, sud-ouest, et d'un seul coup, je vois 2 lumières brillantes qui arrivent assez vite. J'ai pris ça pour des hélicos, qui volaient vraiment en rase-motte, ce qui est totalement inhabituel, parce qu'il y a effectivement, dans ma petite Normandie, deux couloirs aériens pour les hélicos, et c'était pas du tout à cet endroit-là. Et ça volait très bas en plus. Et ça allait très vite. Et je me dis, c'est quoi ce truc-là? Et ça faisait aucun bruit surtout. C'est que l'hélico dans la campagne, même s'il y a 1 kilomètre, vous le sentez arriver, vous entendez un bruit, surtout à cette heure-là. Et là, rien. Du coup, j'étais près de la porte, ma mère était à l'intérieur de la maison, donc je l'ai appelée, et ma mère regarde et me dit « Oh, des montgolfières !» Moi, je voyais des lumières, des lumières jaunes, elle voyait des montgolfières oranges. Et je me dis « Mais ça va vite pour des montgolfières, puis elles sont basses, Et en fait, on voyait le même phénomène, mais pas de la même façon. Et là, j'ai pris des photos au flash, qui n'ont absolument rien donné. Par contre, ça a fait réagir ces choses-là, qui ont bifurqué, mais brutalement. On fait un virage, mais à angle droit. Sont passés derrière une haie d'arbres. Quand c'est ressorti, il n'y avait plus qu'un objet, enfin, il n'y avait plus qu'une lumière pour moi, parce que je voyais une lumière, une sphère orange. Et cette sphère et cette lumière pour moi a disparu d'un seul coup, mais en un claquement de doigts, vous voyez. Et j'ai observé à diverses reprises, à d'autres moments, et j'en ai pris en photo des sphères blanches. Et ça, c'est régulier. Oui, tout à fait. Et ça arrive, si vous levez le nez, vous verrez toujours quelque chose à un moment donné. Il y a des passages réguliers, surtout entre 20h et 23h, c'est le meilleur moment, selon certains observateurs, pour observer, quoi. Je confirme. C'est rarement dans la nuit, c'est rarement le matin tôt, c'est rarement dans la journée. Par contre, dans la journée, ce qui est très marrant, c'est que vous allez parfois
vous photographiez un nuage ou un ciel, c'est joli. Oui. Puis vous allez, si vous regardez de près, vous allez voir des fois il y a des petites sphères, petites sphères grises, toutes petites, mais elles existent. Ou alors ces fameuses sphères blanches qui sont près des nuages. Par contre, vous les aurez pas observées à l'œil nu, mais elles sont sur votre cliché. Sur le cliché, oui. Oui, justement, de plus en plus d'observations, des clichés qui sont pris de façon régulière, qui font ressortir ces objets en forme de cigares, de soucoupes volantes, de sphères. Vous en avez pris vous-même des photos ou vous connaissez des gens qui en ont pris? Ah oui, j'en connais, oui. Ouais. Alors moi, sur ce qui est cigare, moi je voyais plutôt des tronçons, comme des tuyaux, vous voyez. Oui. Mais ça, j'avais pas d'appareil photo sur moi, donc j'ai pas pris. Et puis quand j'en ai eu, ça a pas donné, voyez-vous. C'est très rare, soyons clairs, que quand je photographie un truc que je vois, ça soit sur les clichés. Oui. En revanche, j'ai photographié des orbes à partir de 2010 de façon... c'était en avalanche. J'ai plus de 40 000 photos à l'heure actuelle avec des anomalies photographiques. Et j'ai photographié des trucs qui n'étaient pas des orbes. Encore là, c'est passé sur ma page Facebook ces jours-ci, j'ai photographié des phénomènes très très surprenants d'une espèce de serpent enroulé. Oui. Alors que dans la journée, j'avais communiqué sur les Amérindiens Standing Rock qui s'opposaient au serpent noir qui est donc ce pipeline qui allait traverser les États-Unis. Et comme par hasard, 2 heures après, je prends mon appareil photo et je photographie un truc très particulier. La veille, j'avais photographié comme ça à l'aveugle, au flash, un truc qui ressemble à une mini soucoupe volante. Tout en haut de mon sapin, c'est posté, quand vous regardez de près, c'est un objet, c'est pas un orbe, c'est pas un insecte, c'est rien du tout. Et vous voyez, mais c'est très petit. À l'échelle du sapin, ça fait 30 cm maximum. Alors qu'est-ce que c'est que ça Alors certaines personnes prennent des photos aléatoires, il n'y a rien, et quand on révèle la photo, finalement on s'aperçoit qu'il y a ces objets, et quand on les grossit, on les agrandit, ces taches, ces cigares, on s'aperçoit qu'il y a des objets en forme de soucoupe volante, mais vraiment une soucoupe volante. Voilà. Et donc, on peut pas dire que ça n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui vous diront que c'est de la pareidolie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, que c'est des visions de panorama qu'on peut avoir, que notre cerveau associe une image à une autre, et que c'est une anomalie photographique. Oui. Et bon, moi je veux bien, mais autant d'anomalies sur mes photos et sur celles d'autres personnes qui m'ont montré les leurs, bon, ça va 2 minutes. On peut tout à fait d'accord avec tout ça. On peut aussi être de mauvaise foi et d'être dans le déni aussi, hein. Ah mais on peut être dans le déni, on peut tout ça. Je veux dire un truc. Il peut y avoir la démonstration inverse qui soit faite avec vigueur et conviction pour vous dire que vous prenez des vessies pour des lanternes. Bien sûr. Voilà, c'est tout. On a toujours quelque chose à dire quand on soutient une cause. Mais je pense que vu le nombre de gens qui ont des surprises photographiques, avec ou sans flash, il se passe quand même quelque chose. Et l'ère numérique, je pense, parce qu'avec l'argentique, si vous voulez, c'est une émulsion chimique, donc on ne pouvait pas avoir les mêmes phénomènes, à mon avis, sauf cas exceptionnel, parce qu'il y a quand même des orbes qui ont été pris en argentique, mais avec le numérique, c'est une autre technique, une autre technologie qui permet d'aller dans les limites de l'infrarouge et de l'ultraviolet, limite, je dis bien, et c'est là où, à mon avis, il y a du monde. Et ces anomalies-là. Donc ce qui n'est pas vu par le cerveau, notre cerveau qui n'est pas équipé du matériel nécessaire et qui ne voit que la lumière réelle, notre appareil lui vaut autre chose, cette technologie en tout cas. Et donc en plus large, on a des anomalies, ce qui veut bien dire qu'il y a des tas de choses que l'on ne voit pas, mais qui existent. Elisabeth, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Partons à la découverte des meilleurs sites web dans Génération Internet sur Fréquence Évasion. Pour participer à Génération Internet, contactez Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion Radio. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la clé du mystère. Nous parlons d'ufologie en compagnie d'Elisabeth de Caligny.
Alors certains prétendent que ces objets proviendraient de l'armée américaine, donc bien terrestres. D'autres évoquent la présence d'extraterrestres autour de notre planète. On parle beaucoup de la Confédération galactique. Finalement, les deux provenances pourraient être possibles vu la diversité des objets observés. Je vais vous dire une chose. Je pense qu'on peut avoir plusieurs explications à ça. D'abord, il peut y avoir des explications naturelles, complètes, qu'on interprète. Bon, ça ressemble à, pourquoi pas. Il peut y avoir des explications d'anomalies photographiques qui prennent une certaine forme et qui en sont quand même. Puis, il peut y avoir effectivement des trucs qui viennent d'intelligence supérieure, lesquels, on n'en sait rien, mais c'est pas exclu du tout. Enfin, moi, je pense que ça existe. Il peut y avoir effectivement une technologie humaine, parce que je ne crois pas 30 secondes que depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Américains aient joué aux billes. Vu tout ce que j'ai lu et entendu, et qu'ils ont développé de façon évidente une technologie qui est toujours plus ou moins secrète, enfin officiellement secrète en tout cas, et qui effectivement touche à des capacités pour certains objets qui sont d'ordre, je dirais, extraterrestre. Oui, justement, voilà. Tout à fait. Et ça, c'est sûr qu'on peut voir plusieurs choses qui ont différentes origines. Voilà ma conclusion. Alors, comment peut-on expliquer que des personnes qui ont vécu des NDE, et c'est bon, des personnes, je cite souvent Nicole Dron, c'était dans les années 60, c'était pas là, c'était pas maintenant, nous explique qu'elle était montée à bord d'un vaisseau, elle nous explique tous, finalement, quelque part, tous les expérienceurs nous amènent une partie d'informations qui nous explique ce qu'on est en train d'évoquer en ce moment. Oui. Donc, comment on peut expliquer ça? C'est pas la tête, c'est pas le cerveau, c'est pas, voilà. Écoutez, moi je pense que la plupart de ces gens sont crédibles. J'ai pas mal de gens qui sont venus me raconter des choses très troublantes, à titre confidentiel. Je n'ai pas mis du tout en cause en parlant un petit peu avec eux ce qu'ils avaient vécu. Rappelons quand même que le professeur John Mack, il y a quelques temps déjà maintenant, avait étudié ces gens qui racontaient quand même des choses très particulières, sur lesquelles il y a des points communs, et que ce professeur, cet éminent professeur en psychiatrie, a quand même conclu à ce que ces gens étaient tout à fait structurés, cohérents, et qu'ils n'avaient pas eu des vues de l'esprit. Et le problème des contactés, c'est bien là. Ils ont quand même pas mal de points communs. Bon, il y en a certains, effectivement, à prendre avec des pincettes. Je parlerai, par exemple, de ce grand gourou que tout le monde connaît, d'origine française, qui, lui, profite effectivement du courant pour avoir des adeptes. Il livre bien en racontant des théories plus ou moins fumeuses avec les extraterrestres. Cela étant, ce type a peut-être vécu quelque chose au départ, sur lequel il a brodé, et puis après il a compris que le filon était bon. Oui, et il y a les sectes aussi qui reprennent ces phénomènes à leur compte. Tout à fait, absolument. Comme dans tout. Mais dans le New Age, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Voyez-vous. Donc il faut être extrêmement prudent. Mais vous avez des gens qui ne parlent pas, qui racontent leur petite histoire, et puis ça peut prendre des proportions, parce que le nombre de contactés qu'il y a, il y en a un paquet. Mais ces gens-là, qu'est-ce que vous allez raconter votre histoire immédiatement? On va vous prendre pour un doudingue. Vous allez raconter votre histoire à la gendarmerie, ils trouveront même pas le formulaire. C'est vrai. Ils vous diront qu'ils savent pas. Alors qu'il y a quand même une circulaire. J'ai parlé avec un gendarme il y a quelques années qui avait été transféré aux gendarmeries pour leur donner la procédure. Mais moi, si je vais raconter ce que je vois là ici, ou ce que j'ai photographié, que je vais à la gendarmerie du coin, déjà, pour refaire mon permis de conduire il n'y a pas longtemps, ça a pris tout un bin parce que je n'avais pas le temps. Alors je vois mal me raconter ma petite histoire, puis ça ne servira à rien de toute façon. Bien sûr. Ça va nulle part. Alors Anne Gévaudan, que nous avons reçu ici à la radio, dans l'émission, nous expliquait que les gouvernements étaient au courant, et simplement, ils nous cachaient, que finalement, les extraterrestres, il y en avait même parmi nous, enfin bon, tout ce qu'on dit est réel, en fait. Ah mais moi j'en suis convaincu de tout ça, absolument. Pourquoi on nous cache ces phénomènes, selon vous? La vraie raison? Je vais vous dire une chose, la partie de la population n'est pas prête du tout à accepter ce genre de choses. Même les gens qui ont l'esprit ouvert. Parce que ça mène à l'inconnu. L'inconnu est dérangeant, ça fait peur. Et les gens ont déjà assez de peur comme ça, et déjà assez de contrariété au quotidien pour s'en remettre une couche. Ce qui est rassurant, vous savez, c'est la routine quelque part, la normalité. Si vous allez les traîner dans une histoire comme ça, il y en a beaucoup qui ont l'esprit ouvert, mais si vous leur mettez vraiment ça sous le nez, ils n'ont pas envie d'en parler. Vous voyez? Et ça, c'est tout à fait naturel.
Et je pense que si les gouvernements se mettaient à divulguer, ça provoquerait des choses extrêmement problématiques. Et le fait de rester justement dans l'ignorance, ça aussi, ça ravage. Ça voudrait dire en fait que les gouvernements ne maîtrisent pas certaines choses et que donc ils ne sont plus rassurants. On n'a déjà pas trop confiance en eux, mais là, ça serait une cata. Et je pense que ça mettrait en l'air un certain nombre de croyances également, qui sont fondées sur la base des religions et qui a un ordre établi sur cette terre qui serait totalement dévastée. Oui, mais si les choses avancent, on est en pleine mutation en ce moment. Donc, à un moment donné, de toute façon, le mensonge y tombe. Vous êtes dans le domaine, moi aussi. Donc, effectivement, vous pouvez vous dire qu'il y a un paquet de gens qui s'intéressent à ça. Mais au regard de la totalité de la population, c'est tout à fait mineur. Comprenez-vous ? Donc, je vois très mal, quand on dit divulgation, c'est pour l'année prochaine, tous les ans, c'est pour l'année prochaine, il n'y aura pas de divulgation avant perpète. Je pense qu'on ne divulguera pas, mais on mettra... disons qu'il y aura de plus en plus... Je vois sur la presse régionale, parce que moi je fais un petit tour de presse tous les matins, on parle de plus en plus sur les journaux régionaux de petits incidents liés à l'ufologie. Voyez-vous, c'était des trucs qui n'existaient pas. Il y en a de plus en plus maintenant. Donc c'est une façon d'amener les gens à se faire à l'idée. Les médias classiques, audiovisuels, ça en parle peu, mais de temps en temps, il y a quand même des choses, voyez-vous. Mais ça va venir comme ça. Mais je vois très mal des politiques ou autres faire comme ça. Et je vais même vous dire, c'est que les visiteurs en question, eux, s'ils voulaient, ils pourraient faire ce qu'ils veulent. Ils pourraient se mettre sur la place de la Concorde, survoler la France à tour de bras. Ils le font pas, c'est qu'il y a une raison. Et justement, tout ce qui se passe dans le ciel, de toute façon, si on lève les yeux vers le ciel, on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. On est bien d'accord, mais c'est à titre individuel. Et vous avez très très peu de vision de masse de ce genre de phénomène. Merci. Cette théorie justement de la ceinture photonique, c'est-à-dire du changement de fréquence de la Terre, est exacte. À un moment donné, la divulgation va se faire par elle-même. Mais oui, et on y amène les gens petit à petit. Par la vulgarisation de l'information, à petite dose homéopathique. Et sur les réseaux sociaux, ça bouge quand même pas mal. Ah oui. Et c'est fondamental pour diffuser de l'information, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Qu'elle soit écologique, politique ou autre. Sur ce truc-là, ça marche très bien. Et c'est par la base que ça va se faire, cette divulgation, et non pas par le sommet, comme tout le monde le croit. Alors justement, sur les réseaux sociaux, certaines personnes prétendent que les chemtrails seraient un moyen de nous cacher le phénomène, et encore mieux, ces épandages auraient pour but d'arrêter ou de ralentir les informations envoyées par le Soleil. Ces informations changeraient nos ADN, on en parlait tout à l'heure, ce qui nous permettrait d'entrer dans cette 4e dimension. Il y a eu toute une série de vidéos réalisées par une personne expliquant cette théorie. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Écoutez, je commence depuis très peu de temps à m'intéresser au phénomène des chemtrails. J'étais pas partante au départ. Je me suis dit, bon, ce sont des traînées de condensation, machin et tout. Mais il y avait quand même des choses qui, quand j'habitais encore à Paris, m'avaient interpellée. C'est que des matins, je voyais le ciel flou, mais alors avec des lignes, j'avais jamais vu autant de lignes d'avion. Et ça durait plusieurs jours, ça disparaissait, pendant quelques jours c'était clair et ça recommençait. Et il n'y avait pas de différence météorologique qui permettait, à mon sens, d'expliquer le phénomène. Donc, ça m'avait posé question, mais je n'avais pas cherché. Et puis, le temps aidant, il y a quand même pas mal de gens qui en ont parlé. J'étais dubitative. Bon, c'est un peu conspirationniste, tout ça. Je suis pas une fan de la conspiration ni du complot. Non, moi non plus. Mais j'ai rencontré quelqu'un cette année, dans le Midi, à Toulon, que vous connaissez également, qui m'a interpellée et qui m'a dit des choses et prouvé d'une certaine manière, en me montrant notamment des résultats de prise de sang, suite à des passages répétés de chemtrails, qui m'ont donné l'idée que ce qui se disait sur le sujet pouvait bien avoir une grande part de vérité. Donc maintenant, je considère le problème autrement. Il m'arrive de communiquer sur ma page Facebook de temps à autre. Moi-même, qui ne voyais pas de chemtrails du tout dans ma Normandie, il y a quelques mois, commence à en voir certains jours. Et j'ai pris une spirale de chemtrails, mais en spirale. Ce truc-là, je l'ai pris 32 minutes après, la même photo au même endroit. Le truc n'était plus le nuage cotonneux, vous savez, où on voit vraiment la trace de l'avion qui a laissé le truc. C'était carrément, ça s'élargissait comme tout. Oui, c'est ça. Voyez-vous Et ça n'avait pas bougé d'un millimètre, ça s'était à peine décalé.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, je me suis dit, ok, je regarde le ciel de Normandie depuis un moment, je photographie et de temps en temps, je poste en disant, regardez. Donc je pense qu'effectivement, il y a un souci de ce côté-là. Alors, j'avais étudié quand même, à l'occasion de mes photos sur les orbes, parce que j'avais décidé à un moment d'écrire un bouquin, ce que j'ai laissé en plan d'ailleurs, et je m'étais intéressée à tout le système HARP. Ouais. Et j'avais fait d'ailleurs une émission là-dessus, je crois l'année passée. Et HARP, je suis convaincue, parce que de toutes les recherches que j'ai faites, c'est bien un système qui existe. C'est pas parce qu'on a fermé Gacona récemment qu'il n'y a pas de système HARP à travers tout le monde, et qu'il paraît avéré maintenant, et on ne peut pas le nier, que cette histoire de chemtrails peut être attachée à ce type de technologie qui travaille sur la ionosphère et sur un certain nombre de choses qui, pour certains, selon les explications, peuvent être effectivement des moyens de transmission pour les différents corps d'armée, mais également, on commence à le dire de plus en plus, ça, je suis encore un peu dubitative, mais pourquoi pas, sur le contrôle mental des populations et surtout sur le climat. Alors, nous, ici en Provence, je le dis souvent, on avait un temps magnifique. Alors, jusqu'en 2011, le réchauffement climatique, ça serait plutôt le refroidissement climatique maintenant ici, parce qu'on a froid. On est en Provence, mais vraiment on a froid, on a l'impression d'être à Paris. Et alors donc, à partir du 15 septembre 2011, on a vu débarquer tous ces avions, sur la Côte d'Azur, partout, et le climat a changé d'une manière nette à cette même date. Et sur la Côte d'Azur, on est bombardé, mais partout, de toute façon pas que sur la Côte d'Azur, à Toulouse, partout. On avait fait une émission avec la CEPICA, l'association qui s'occupe des chemtrails, et on a reçu je ne sais combien d'appels téléphoniques. D'ailleurs, on a fait une compile qu'on a mise sur YouTube, mais des gens qui étaient en larmes. Là, vraiment, les gens étaient en déprime, en larmes. Oui. Et donc, faut arrêter de dire que c'est une vue de l'esprit, quoi. C'est pas une vue de l'esprit, bien évidemment. Et je vais vous dire, j'ai pas mal de contacts dans le sud, ils me racontent tous la même chose, en disant que le climat a changé, qu'il y a des moments où on se sent pas bien, qu'on a les yeux qui piquent. Oui, c'est ça, des allergies. Je l'ai vu également à Toulouse, qui est une bonne ville que j'aime bien et je descends de temps à autre. J'ai observé la même chose. Ouais. Sur Paris, n'en parlons pas. Chaque fois que je vais à Paris, c'est pire que tout. Oui, on me le dit aussi. Et sur ma Normandie, où il n'y avait pas la queue d'un chemtrail, c'est encore quelques mois, maintenant il y en a. Puis alors des sacrés trucs. Et je les vois la nuit, ça cache les étoiles. Oui, c'est ça. Je vois les bandes de ces chemtrails qui sont immenses, qui marchent au ralenti et qui cachent les étoiles. Et j'ai vu les avions très haut faire le boulot. Et ils ne sont pas dans les couloirs aériens habituels. Et c'est Stéphane, auquel on fait allusion, m'avait expliqué, quand je l'avais rencontré en juin à Toulon, que les couloirs aériens avaient été modifiés. Eh bien, je confirme. Alors qu'il y avait des couloirs aériens bien définis qui passaient au-dessus de chez moi à un certain endroit, ils ont été modifiés et ce ne sont plus, ils sont décalés. Et les avions qui volent à la même hauteur, qui volent plus haut que les avions de ligne qui ont été décalés, sont à l'ancien couloir aérien des avions commerciaux. C'est ça, Et ça, c'est là où il y a les chemtrails. Donc ça, je confirme qu'il y a un truc qui est complètement différent. Et si j'avais encore un doute, là, je n'en ai plus. Et ici en Provence, on n'a jamais eu aussi froid. Oui, c'est ce qu'on me dit. Franchement. On me le dit de façon récurrente et vous avez raison. Vous avez raison, il y a un truc qui ne va pas. Alors quand on parle de réchauffement climatique, moi ça me fait bondir parce que on le subit ici, on le subit. Et les gens ici dans le sud sont à cran avec cette histoire de chemtrail. Ben oui, d'abord parce que je pense que les organismes du sud sont habitués d'une certaine manière à vivre sous un certain climat, voyez-vous, et que ça s'adapte pas, et puis bon, ne rêvons pas, il y a un impact sur la santé, et sur l'ADN peut-être, sait-on jamais, de ces cochonneries qu'on nous balance à tour de bras, c'est fort possible. Oui, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs résultats d'analyse de personnes individuelles, et puis aussi de la part de certaines associations comme la CEPICA, où ils disaient qu'il y avait beaucoup d'aluminium, du barium, du strontium, qui avait explosé, oui. Elisabeth de Caligny, est-ce que vous donnez des conférences ? Oui, il m'arrive d'en donner de temps en temps. Bon, ça sera plus un atelier pour qu'on échange à bâton rompu sur ce que je pense du phénomène ufologique. D'accord. Donc ça changera un peu, vous voyez. Voilà, mais bon, puis je continue mes petites émissions sur les web TV, là, tranquille. Donc je suis contente, quoi.
D'accord. Il y a des belles choses qui vont se raconter. C'est sûr. On peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site? J'ai pas de site du tout, non. Il y a une page Facebook. Une page si Facebook, les gens ouais. veulent échanger, ils peuvent me demander comme ami, j'accepte tout le monde. Voilà, donc en plus ça saute pas aux yeux, c'est même pas une page Facebook professionnelle. Donc il suffit de faire toc à la porte et puis je réponds. D'accord. Voilà, il suffit de taper mon nom. D'accord. Elisabeth de Caligny, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère. C'était un véritable plaisir et à très bientôt, j'espère, sur cette antenne. Écoutez Alain, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli et j'espère à bientôt. En tout cas, je vous souhaite bon courage. À bientôt. À bientôt. Fréquence Évasion.